La vérité choquante qu'Annette Funicello a emportée dans sa tombe. Elle a chanté avec eux. Elle a dansé à leur côté. Elle a illuminé les écrans de son charme et fait rire des millions de personnes avec son innocence et sa chaleur. Mais derrière la façade joyeuse des fêtes de plage et des sourires des Mouseketeers, Annette Funicello cachait quelque chose de plus sombre, que peu de gens croiraient. Alors que le monde entier l'adorait, certaines des plus grandes stars d'Hollywood nourrissaient un ressentiment caché. Un acteur de premier plan s'est cruellement moqué d'elle, la qualifiant de petit animal obéissant de Disney, et a refusé de lui parler lorsque les caméras ne tournaient pas. Un autre a répandu des rumeurs venimeuses dans son dos, chuchotant des mensonges à l'oreille de producteurs puissants. D'autres ont conclu des pactes silencieux pour l'exclure, jaloux de sa célébrité, de sa bonté ou peut-être de sa loyauté inébranlable à l'égard de Walt Disney lui-même. Pendant des années, Annette est restée silencieuse. Elle a souri face aux trahisons, sans jamais citer de nom, sans jamais exposer les horribles vérités qui se cachent derrière le rideau glamour. Elle a porté leurs secrets avec grâce, même lorsque cela l'a presque brisé. Mais alors que sa santé déclinait et que la fin approchait, elle ne pouvait plus protéger ceux qui essayaient de la détruire. Avec un courage qui a choqué jusqu'aux proches de Walt Disney, Annette a finalement dit la vérité sur ceux qui l'ont blessée. Et à quel point. Cette révélation a fait l'effet d'une onde de choc à Hollywood. Bien avant la célébrité et les querelles, Annette Joanne Funicello est née le 22 octobre 1942 dans la petite ville d'Utica, dans l'État de New York. Ses parents, Virginia et Joseph Funicello, étaient de fiers Italo-Américains qui ont élevé leur fille dans un quartier modeste de la classe ouvrière. C'était un endroit où la famille passait avant tout, où les portes d'entrée restaient ouvertes et où l'air était imprégné de l'odeur de l'ail, de la sauce maison et du pain frais qui cuisait dans le four. L'italien était parlé aussi souvent que l'anglais, et le dimanche était consacré à l'église, à la nourriture et à la convivialité. Ce riche sens de la tradition et de l'appartenance a façonné la jeune Annette bien avant que les projecteurs ne la découvrent. Il l'a rendue loyale, il l'a rendue gentille, et il l'a rendue suffisamment forte pour survivre à la guerre silencieuse menée contre elle par ceux-là même qu'elle appelait autrefois ses amis. Voici l'histoire inédite de l'enfant chéri de l'Amérique, trahi par Hollywood, mais jamais brisé. À l'âge de 4 ans, ses parents ont fait leurs valises et sont partis vers l'ouest. Atterrissant dans la vallée de San Fernando en Californie, ils ne recherchaient pas la gloire hollywoodienne. Ils voulaient simplement une vie meilleure. Mais cela s'est avéré être le début de quelque chose de bien plus grand. Annette était terriblement timide, à peine capable de s'exprimer en public. Sa mère l'a donc inscrite à des cours de danse, dans l'espoir qu'elle prenne confiance en elle. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est la rapidité avec laquelle Annette est entrée en scène. Sa nature tranquille s'est évanouie sous les projecteurs. Les leçons de danse ont allumé une étincelle que ni elle ni ses parents n'ont vu venir. En décembre 1955, cette étincelle s'est transformée en flamme. À tout juste 13 ans, elle interprète le lac des cygnes au Starlight Bowl de Burbank. Ce n'était qu'un récital comme les autres, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. À l'insu de tous les spectateurs, Walt Disney lui-même était assis là, en train de regarder tranquillement. Il ne cherchait pas de ballerine. Il était à la recherche d'enfants dotés d'un pouvoir de star. Et lorsqu'il a vu Annette glisser sur cette scène, il a vu quelque chose de rare, la grâce. Le charisme est quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Quelques jours plus tard, elle a reçu un appel téléphonique qui a changé sa vie à jamais. Disney la voulait dans sa toute nouvelle émission de télévision, The Mickey Mouse Club. Les auditions ont été brutales. Plus de 200 enfants se sont présentés, chacun espérant devenir l'un des 24 Mouseketeers. Annette n'était pas la première dans la file d'attente. Elle n'était même pas deuxième ou troisième. Elle a été la dernière sélectionnée. Mais Disney avait un pressentiment à son sujet. Il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Elle n'était pas seulement talentueuse, elle était vraie. Le public s'identifierait à elle, et il le savait. Il lui a donné sa chance et elle n'a pas déçu. Lorsqu'elle a signé son contrat de 7 ans, elle gagnait 160 $ par semaine. C'était déjà plus que ce que certains adultes gagnaient en un mois. Mais le contrat comportait une clause restrictive.
Si elle travaillait bien, son salaire augmenterait rapidement. Bientôt, elle gagne 500 $ par semaine. Si l'on ajoute à cela les redevances sur les produits dérivés, les rediffusions et les apparitions publiques, Annette Funicello est devenue millionnaire à tout juste 20 ans. Mais ce qui a vraiment étonné le studio Disney, c'est ce qui s'est passé ensuite. Le courrier des fans. Il ne s'agit pas seulement de quelques lettres ici et là. Des milliers. À la fin de la première saison, elle recevait entre 6 000 et 8 000 lettres par mois. Personne ne l'a vu venir. Aucun des autres Mouseketeers n'en était proche. En fait, seule Elizabeth Taylor a reçu plus de lettres à l'époque. Et elle était déjà une grande star de cinéma. Un jour, Walt Disney appelle Annette dans son bureau. Il avait l'air confus. Il lui a demandé si elle avait beaucoup de parents italiens. Elle a répondu que non. Parce que le nombre de courriers qui vous sont destinés est incroyable, a-t-il dit. Il n'en revenait pas. Le charme de la jeune femme s'est étendu bien au-delà de ses racines. L'Amérique, les jeunes garçons en particulier, étaient tombés amoureux d'elle. Certains lui ont même envoyé des montres et des bagues, la demandant en mariage par courrier. Et elle les a tous renvoyés. Cette image de sainteté et de bonté n'était pas une comédie. Elle ne se contente plus d'apparaître dans des numéros de danse. Bientôt, elle dirigeait des spectacles entiers. En 1956, elle joue dans Adventure in Dairyland, filmé dans une ferme de Verona, dans le Wisconsin. Il s'agit à la fois d'une histoire et d'un programme éducatif. Les téléspectateurs la voient interagir avec des vaches, des fermiers et la vie rurale, loin des paillettes hollywoodiennes. Mais les gens ont adoré. Puis vint Spin and Marty, où elle jouait une fille de ranch douce et terre à terre. Ces rôles l'ont fait connaître du grand public, et il ne s'agissait pas seulement de succès télévisuels. Ils ont donné lieu à des bandes dessinées, des livres et des rediffusions qui ont duré des décennies. Mais même les chapitres les plus heureux ont une fin. En 1958, le Mickey Mouse Club a diffusé son dernier épisode. Sur le plateau, les acteurs se sont serrés dans les bras, ont fait leurs adieux et ont pleuré. C'est Annette qui a pleuré le plus fort. Elle a déclaré plus tard « Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie ». La plupart des Mouseketeers sont licenciés, mais pas Annette. Disney l'invite à nouveau dans son bureau. Elle craignait d'être renvoyée. Au lieu de cela, il lui a remis un nouveau contrat, cette fois pour ses propres céréales. Elle n'a pas été licenciée. Elle a été promue. Dans les coulisses, il y avait une autre histoire. Une histoire d'amour entre adolescents. Au cours de la première année de l'émission, Annette est sortie discrètement avec un autre Mouseketeer, Lonnie Burr. Lors d'une soirée, il lui a offert une bague et ils ont décidé d'être ensemble, au moins pour quelques heures. Son père n'est pas ravi. Il l'a obligé à rendre la bague immédiatement. Pourtant, les deux ont partagé un moment spécial. Lonnie a donné à Annette son tout premier baiser. Il ne l'a su qu'en 1994. Lorsque l'autobiographie de la jeune femme l'a révélé. Des décennies plus tard, ils se sont retrouvés pour un téléfilm intitulé Lots of Luck. C'était la seule fois où deux Mouseketeers originaux jouaient ensemble en tant qu'adultes. C'était un moment doux, un circle complète, montrant que même dans le monde impitoyable d'Hollywood, certains souvenirs d'enfance sont éternels. En 1959, un événement inattendu s'est produit. Une adolescente pétillante du nom d'Annette Funicello a sorti une chanson qui ne durait qu'1 minute et 38 secondes, mais qui est entrée dans l'histoire de la musique. La chanson s'appelait Tall Paul, et elle n'est pas seulement devenue un succès, elle est devenue une sensation nationale. Il s'est hissé jusqu'à la 7e place du Billboard Hot 100 et à la 6e place au Canada. Annette devient ainsi la première chanteuse à entrer dans le top 10 avec un single de rock and roll. La chanson a été écrite par les Sherman Brothers et Bob Roberts. Ce même succès lui ouvre les portes d'une nouvelle carrière. Dick Clark l'invite à participer à sa célèbre tournée Caravan of Stars. Elle prend la route de septembre à novembre 1959, partageant de la scène avec Paul Anka, Dwayne Eddy, les Coasters et d'autres. Le 21 octobre à Houston, la tournée s'est même arrêtée au milieu du spectacle pour célébrer son anniversaire sur scène. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Certains soirs, la foule s'est déchaînée. Des bagarres ont éclaté. Des gens ont été arrêtés. Mais Annette,
elle, a continué à chanter. Son ascension a été si rapide et puissante que Walt Disney a engagé les frères Sherman exclusivement après cela. Ils remporteront plus tard un Oscar pour Mary Poppins. En 1960, Disney a tenté quelque chose d'audacieux. Ils ont sorti un nouvel album intitulé Italianette. Le concept était clair. Emballer Annette dans un thème italien. Elle est représentée sur la couverture en train de claquer des doigts, habillée dans un style italien ludique. La musique suit également ce thème. Le plus grand succès de l'album est Odio Mio. C'était romantique, dramatique et différent de tout ce qu'elle avait fait jusqu'alors. Les critiques ont dit que la chanson donnait l'impression de se prélasser sur du velours, et le public était d'accord. Elle s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. D'autres titres de l'album s'inscrivent également dans cette ambiance. Mia Cara, Mi Amore, Dream Boy et Please Please Signore. Beaucoup ont été écrits par les frères Sherman. C'était plus qu'une simple sortie musicale. Il s'agissait d'une expérience marketing complète. Cet album sur le thème de l'Italie a été placé entre deux autres dans le cadre d'une trilogie astucieuse. Avant Hawaiianette et après Dance-Annette, Disney construisait son image pas à pas. Au cours de l'été 1960, Pineapple Princess est sorti. Et d'une fois de plus, ça a marché. Il a atteint la 11e place du Billboard et est resté 9 semaines à la même place. Elle est devenue son 3e plus grand succès. La chanson a également été écrite par les Sherman Brothers et constitue le point d'ancrage de l'album Hawaiianette. Ce disque avait une forte connotation tropicale. Annette portait une robe à imprimer hawaïenne. La liste des titres comprend Blue Hawaii, Song of the Islands et Hukilau Song. Il n'y avait que 12 chansons et l'album ne durait que 26 minutes. Il n'en reste pas moins qu'il a laissé une grande empreinte. Certaines versions de l'album étaient même accompagnées d'une étiquette rose spéciale indiquant que Pineapple Princess était inclus. La chanson a été reprise en plusieurs langues. En 1999, le groupe Hawaiian Naleo Kilimahana en a fait une nouvelle version. Une reprise allemande est également apparue, intitulée Ananananas Prinzessin. Même en 2021, la chanson est apparue dans la comédie Barb et Star Go to Vista Del Mar. Elle n'a jamais vraiment disparu. En coulisses, Walt Disney avait un plan très précis pour Annette. Il voulait qu'elle soit la prochaine Teresa Brewer. Brewer avait atteint le sommet des hit parades dans les années 1950 avec des succès excentriques tels que Music, 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 et avait enregistré plus de 600 chansons au total. Disney admirait son succès et voulait copier cette formule. Il pensait qu'Annette pourrait suivre la même voie. Mais voici le clou de l'histoire. Annette n'attribuait son son à aucun chanteur. Elle a remercié son producteur, Tutti Camerata. Annette Funicello n'a que 17 ans lorsqu'elle rencontre Paul Anka, Dix Huidan, lors d'un dîner. Le courant est passé immédiatement entre eux. Ce qui n'était au départ qu'une simple conversation s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. En l'espace d'1 an, ils sont devenus inséparables. Ils passaient des heures au téléphone, parfois jusqu'à 3 heures par nuit. Au fil du temps, ils ont passé plus d'une centaine d'appels, pour 2 adolescents sous les feux de la rampe. C'était plus qu'un simple coup de foudre. Paul l'appelait son premier amour. Annette a dit qu'elle ressentait la même chose. Et même si le monde les considérait comme jeunes et naïfs, Annette a écrit plus tard que ce n'était pas parce que nous avions 17 ans que notre amour n'était pas réel. La romance était si puissante qu'elle a inspiré des chansons à succès. Paul a écrit « Put Your Head on My Shoulder » en 1959 et l'année suivante, « Puppy Love ». Il a écrit cette chanson après avoir entendu des gens balayer leur relation d'un revers de main et l'a appelée « Puppy Love ». La chanson s'est hissée à la 2e place du Billboard, 2 au classement Billboard. Il la lui a même chantée au téléphone. Ils ont également créé de la musique ensemble, sur un morceau. Paul s'est assis au piano et lui a dit « Pense aux mots. Annette, dis ce qui te vient à l'esprit. Je vais y adapter la musique. » Ce n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était de la collaboration. De l'inspiration et quelque chose de rare pour 2 personnes si jeunes. Mais Hollywood n'a pas facilité les choses. Annette était sous contrat avec Disney, et Disney était très exigeant. Paul s'en souvient très bien. Chaque fois qu'ils se voyaient, ils étaient accompagnés d'un chaperon.
Il n'était même pas autorisé à sortir officiellement avec elle. Les dirigeants de Disney n'arrêtaient pas de l'avertir. Mais Disney ne veut pas que vous vous approchiez d'elle. Disney ne veut pas que vous vous approchiez d'elle. Ils ont traité Annette comme une propriété. Paul devait se faufiler partout pour avoir un moment seul avec elle. Une fois, il a convaincu un membre du personnel de distraire la mère d'Annette avec un jeu de cartes, juste pour pouvoir lui voler un baiser. Les restrictions n'étaient pas seulement ennuyeuses, elles étaient étouffantes. Avec le temps, la pression les a épuisés. Leur amour était réel, mais ils prenaient des directions différentes. Lors d'une interview en 2024, Paul, aujourd'hui âgé de 82 ans, a tout dit. Elle voulait se marier. Je ne pouvais pas le faire. Il avait peur de l'engagement. Et il savait qu'il ne pouvait pas lui donner ce dont elle avait besoin. Peu après la rupture, Annette a commencé à fréquenter l'agent de Paul, Jack Gilardi. Elle l'épouse. Un an plus tard, Paul a épousé une autre femme à Paris. Même après tout cela, la douleur ne s'est jamais tout à fait estompée. Frankie Avalon a dit un jour à Paul qu'elle t'aimait, et Paul a simplement répondu que je l'aimais. Alors que sa vie amoureuse évolue, sa carrière est sur le point d'exploser. Le 11 juillet 1963, Beach Party Sorton Sal. Il ne s'est pas contenté de bien fonctionner. Il a battu des records, rien que le jour de l'ouverture. Il a rapporté 48 226. Au cours de la première semaine, dans seulement 30 salles, le film a rapporté 292 800 $. À la fin de l'année, le film avait rapporté 1,2 million de dollars sur son budget, soit moins de 800 000 $. Les dirigeants d'American International Pictures ont été stupéfaits. Ils prévoyaient que le film atteindrait 3 millions à 4 millions. C'était de loin leur plus grand succès. Et il a contribué à lancer un genre entier. Les enfants faisaient la queue pour le voir. Les salles sont pleines. Et Beach Party bat des films de premier plan comme Les Oiseaux et Le Professeur Nostalgie. In September, les directeurs de studio remportent le prix des producteurs de l'année. Annette est devenue la reine du box-office, mais le succès amène des ennemis. Juste avant une représentation nationale en direct, sa tenue sur mesure a disparu. Elle a dû porter un costume de rechange qui ne lui allait pas. Elle avait l'air mal à l'aise et le public l'a remarqué. Plus tard, il s'est avéré qu'un collègue jaloux, qui avait été évincé d'un rôle principal, avait caché la tenue à dessein. Personne n'a jamais entendu Annette se plaindre. Elle est restée silencieuse. Elle a remercié l'équipe. Elle n'a jamais cité de nom. Mais tout le monde dans les coulisses savait ce qui s'était passé. La jalousie bouillait juste sous la surface. Et cela ne s'est pas arrêté là. L'engouement pour les films de plage ne cessant de croître. Les producteurs en voulaient plus de peau, plus d'attrait. Ils ont décidé qu'Annette avait besoin d'un changement de look. Le scénario suivant ajoutait des scènes en bikini et des danses, dans des tenues révélatrices. Lorsqu'elle a vu les changements, elle a refusé. Elle estimait que cela trahissait tout ce qu'elle représentait, en particulier la confiance des fans qui la suivaient depuis le Mickey Mouse Club. Les producteurs n'étaient pas contents. Ils se sont vite refroidis. Ils l'ont remplacée dans le matériel promotionnel. Ils ont même fait appel à une autre actrice. Disney a dû intervenir pour calmer le jeu. Annette a tenu bon. Dans un monde qui demande constamment aux jeunes femmes de vendre leur image, elle a dit non. Cette intégrité a fait d'elle une cible. Derrière les scènes de plage enjouées, d'autres actrices sont furieuses. Elles pensaient qu'Annette n'avait même pas besoin d'essayer. Elle était toujours choisie, toujours félicitée, toujours parfaite. Cette image parfaite irritait tous ceux qui devaient se battre plus durement. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était aussi du ressentiment. Unrivaled, amère d'avoir été remplacée, a caché le costume d'Annette avant la diffusion en direct. D'autres chuchotent qu'elle n'a obtenu des rôles que parce qu'elle était la préférée de Disney. C'était peut-être le cas, mais elle a aussi porté le poids de ce favoritisme. Alors que d'autres cherchaient à attirer l'attention, elle devait défendre l'image qui avait fait d'elle une star. Annette Funicello n'avait que 22 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse d'un homme de 12 ans, son aîné, Jack Gilardi, son agent à Hollywood. À l'époque, elle passait du statut d'enfant star de Disney à celui d'icône de l'adolescence. Jouant dans des films à succès comme Babes in Toyland et la série Beach Party avec Frankie Avalon,
Gilardi n'était pas un agent comme les autres. C'est lui qui a guidé sa carrière. Leur relation professionnelle s'est tranquillement transformée en quelque chose de plus personnel. Un janvier 1965, ils se marient. La réaction du public a été immédiate et émotionnelle. En fait, Charles Schulz a même utilisé sa bande dessinée Peanuts pour montrer Linus pleurant le mariage d'Annette, en disant « Je ne peux pas le supporter, c'est terrible. C'est déprimant. Annette Funicello a grandi. » Mais derrière les gros titres et les larmes des dessins animés se cachait une relation aux aspects troublants. Annette a admis plus tard que Gilardi l'appelait Dolly, le même surnom que son père. À l'époque, elle trouvait cela gentil, avec le recul. C'était le signe qu'elle se considérait encore comme une fille, pas encore comme une femme prête à se marier. Elle a avoué que lorsqu'ils se sont mariés, elle se sentait encore comme une jeune fille de 16 ans. Elle ne voulait pas se disputer. Elle ne voulait pas le contrarier. Elle a donc laissé Gilardi prendre toutes les décisions importantes. Ils ont eu 3 enfants ensemble, Gina, Jack Jr. et Jason. Mais au fil des années, cette obéissance tranquille s'est transformée en une souffrance tranquille. Alors qu'elle prenait de l'assurance, elle commença à se sentir piégée. Son mariage n'était pas un partenariat. C'était un arrangement unilatéral né de la naïveté et du déséquilibre des pouvoirs. Un point positif dans sa vie à cette époque est Frankie Avalon. Leur alchimie à l'écran a donné naissance à une série de films de plage à succès. Mais en dehors de l'écran, leur amitié est devenue quelque chose de rare dans le monde du spectacle. Honnête, loyal et durable, Avalon est devenu le parrain de sa fille Gina. Et il n'était pas qu'un nom sur un certificat. Il est resté impliqué dans la famille pendant plus de 3 décennies, même après que les caméras ont cessé de tourner. Leur amitié s'est approfondie pendant le tournage de Back to the Beach en 1987, lorsqu'Annette a commencé à présenter les premiers symptômes de la sclérose en plaques. Frankie était là. Il a vu le changement. Il est resté en contact avec ses enfants alors qu'elle ne pouvait plus parler dans les dernières années de sa vie. Alors que les relations hollywoodiennes s'estompent souvent avec la célébrité, celle-ci ne s'est jamais démentie. Avalon, père de 8 enfants, a traité les Funicello comme sa famille et les a soutenus jusqu'à la mort d'Annette en 2013. Entre 1981 et 1983, après près de 18 ans de mariage, Annette a finalement mis fin à ses relations avec la masculinité. Elle n'est plus cette jeune épouse obéissante. Le divorce, bien que douloureux, a marqué un tournant dans sa vie. Elle avait grandi. Elle avait appris à parler. Plutôt que de traîner l'affaire devant les tribunaux comme de nombreux couples de célébrités de l'époque, ils se sont arrangés discrètement. Plus important encore, elle a veillé à ce que ses enfants restent proches de leur père. Ces 5 années en tant que mère célibataire ont été parmi les plus importantes de sa vie. Elle a fait du covoiturage, du bénévolat à l'école Saint. Cyril a enfin trouvé sa voie. Elle décrit ces années comme celles où elle est devenue elle-même. Je n'avais plus peur des conflits. Je ne vivais plus dans l'ombre de quelqu'un d'autre. C'est alors qu'arrive Glenn Holt. Ils s'étaient rencontrés des années auparavant à l'hippodrome d'Hollywood Park, alors qu'elle n'était qu'une adolescente en visite chez ses parents. Holt était entraîneur de chevaux d'attelage et se souvenait d'elle avec tendresse. Après son divorce, elle est retournée sur les pistes et a repris contact avec lui. Cette fois, ils avaient tous deux la quarantaine, étaient tous deux divorcés et prêts à construire quelque chose de concret. Leur histoire d'amour évolue lentement. Elle a commencé par de l'amitié. Le 3 mai 1986, ils se sont mariés. Lors de la réception, Mickey Mouse est apparu et a dansé avec la mariée. Clin d'œil magique à son passé Disney. Ensemble, ils ont réuni leur famille et ont réussi à s'en sortir. Au début de l'année 1987, Annette Funicello avait 45 ans et connaissait un retour en force. Elle avait retrouvé Frankie Avalon et était de retour à l'écran pour Back to the Beach. Mais en coulisses, quelque chose de terrifiant se produit. Elle se sentait constamment étourdie. Les maux de tête ne cessaient pas. Et le pire, c'est qu'elle pouvait à peine marcher droit. Les médecins lui ont donné le diagnostic qui a tout changé, la sclérose en plaques. Au lieu de le dire à qui que ce soit, elle l'a gardé pour elle, ni à ses amis, ni à sa famille.
Pendant 5 longues années, elle l'a caché. Alors qu'elle souriait aux caméras et se produisait sur scène, son corps s'éteignait lentement. Elle était terrifiée à l'idée d'être perçue comme faible ou brisée. Même lorsqu'elle trébuchait pendant le tournage, elle ne disait rien. Personne ne savait que la femme qu'il voyait danser et rire tenait à peine le coup. Mais le cachet a un prix. Les gens ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas marcher correctement. Elle avait l'air instable. Les chuchotements ont commencé. Les rumeurs ont explosé dans la presse. Les tabloïds affirment qu'elle est devenue une enfant de star délabrée. Une bouteille à la main. Ce n'était pas vrai. Mais les ragots étaient incessants. Pour quelqu'un qui avait toujours été considéré comme l'enfant chéri de l'Amérique, c'était dévastateur. Annette ne parlait pas car elle craignait que les gens ne l'aiment plus. Au lieu de corriger le mensonge, elle a vécu avec la honte. Elle luttait contre une maladie qui, lentement, lui volait tout. Pourtant, le monde entier pensait qu'elle n'était qu'un autre burn-out hollywoodien. Plus il y avait de commérages, plus cela faisait mal. Et finalement, c'en est devenu trop. En juillet 1992, elle a décidé de parler. Lors d'une interview à l'émission 2020, elle a dit la vérité au monde entier. Elle vivait avec la sclérose en plaques depuis 1987. Cette révélation a choqué tout le monde. Les gens ont pleuré, ils se sont excusés, et ils ont écouté. Elle a expliqué qu'elle avait gardé le secret parce qu'elle ne voulait pas inquiéter ses fans. Mais les rumeurs sont allées trop loin. La même année, Disney l'a nommée légende Disney. Le moment était parfait. Annette n'était plus seulement une ancienne musiketeer. Elle est devenue le visage d'une maladie dont des millions de personnes n'osaient pas parler. Son honnêteté a aidé d'autres personnes à se manifester. Elle a transformé la douleur en but, et elle n'avait pas encore fini. En 1993, elle a créé le Fonds de recherche Annette Funicello pour les troubles neurologiques. Ce n'était pas seulement un nom sur un papier en tête. C'était son combat rendu public. Elle a veillé à ce que chaque dollar soit affecté à la recherche. Pas de salaire, pas de gaspillage, juste de la science. Le fonds a soutenu de nouvelles études, s'est associé à de grandes organisations et s'est concentré sur des traitements susceptibles de faire la différence. Son Mary, Glenn Holt, l'a soutenu de toutes ses forces. Il a collecté des fonds, encouragé la prise de conscience et maintenu la mission en vie même après la mort de la jeune femme. Le fonds a donné de l'espoir aux familles. Il a fourni des données aux médecins. Et cela a donné une raison à la souffrance d'Annette. Glenn Holt était plus qu'un mari. Il était sa bouée de sauvetage. Ils se sont mariés en 1986, juste avant l'apparition des symptômes. Pendant les 27 années qui ont suivi, il est devenu son soignant, son protecteur et sa voix. Au fur et à mesure que la maladie s'aggravait, il s'est adapté. Lorsqu'elle n'a plus pu marcher en 2004, Glenn a construit un fauteuil roulant sur mesure à l'aide d'un siège de course à harnais. Lorsqu'elle a perdu l'usage de la parole en 2009, il a continué à lui parler tous les jours. À ce moment-là, elle avait besoin d'une sonde d'alimentation. Elle était complètement dépendante. Mais Glenn ne l'a jamais placée dans un établissement. Il est resté à ses côtés, a engagé des infirmières et s'est battu pour sa dignité. Il a même rejoint le conseil d'administration de sa fondation et a participé à l'organisation de campagnes de financement. Il ne s'est pas contenté de prendre soin de son corps. Il préservait son esprit. Mais la douleur ne s'est pas arrêtée. En mars 2011, la catastrophe a de nouveau frappé. Leur maison à Encino a pris feu. C'était la maison dans laquelle Annette avait vécu pendant près de 40 ans. Elle était à l'intérieur lorsque l'incendie s'est déclaré, ainsi que Glenn et une infirmière. Les pompiers sont arrivés rapidement, mais les dégâts étaient déjà importants. La maison était irrémédiablement brûlée. Elle a inhalé de la fumée et a dû être transportée à l'hôpital. Elle a survécu, mais le traumatisme a été brutal. La maison où elle avait élevé ses enfants et reçu ses amis avait disparu. Ils ont vendu les restes pour 714 250 $ et ont quitté leur ancienne vie. N'ayant nulle part où aller, ils se sont installés dans un petit ranch à l'extérieur de Bakersfield. C'était un endroit calme, rural et loin d'Hollywood. La terre était simple, mais elle offrait la paix.
Pendant les dernières années de sa vie, Annette est restée là, entourée de terres agricoles et non de lumières clignotantes. Glenn s'est occupé d'elle 24 heures sur 24, veillant à ce qu'elle reste à l'aise. C'était loin des scènes de Disney, mais c'était sûr. C'était privé. Et cela lui donnait l'espace nécessaire pour être plus que la fille avec un nœud dans les cheveux. En 2009, elle a complètement perdu sa voix. La femme qui a chanté Tall Paul et illuminé le Mickey Mouse Club ne pouvait plus prononcer un seul mot. Elle avait 67 ans. Sa voix, sa mobilité et même sa capacité à manger ont disparu. Elle est entrée dans la phase finale de sa maladie. Elle pouvait encore cligner des yeux. Elle pouvait encore écouter, mais la communication avait disparu. Une émission canadienne a diffusé des images d'elle en 2012, montrant à quel point elle avait changé. Son corps était immobile, son visage